j'incarne quelque chose à travers la formation, mais notre autre grand axe, c'est de vous accompagner dans les démarches de projet en partenariat. Donc c'est une manière de rester en contact. Et il va réaliser sa toute première œuvre, enfin ce qu'il a considéré lui-même comme sa toute première œuvre, à l'âge de 13-14 ans. Et cette œuvre, vous allez pouvoir la voir dans l'Institut, c'est un portrait de son frère, de son petit frère Diego. Diego Giacometti, vous connaissez peut-être ce nom aussi, puisque en fait, il a été designer de mobilier. Et si vous visitez le musée Picasso, en fait, tout ce qui est chaises, luminaires, en fait, ça a été créé par Diego Giacometti. Puisque Giacometti, en arrivant à Paris, il va vraiment concrétiser son désir de devenir un sculpteur en s'inscrivant dans l'atelier de Bourdelle, qui était donc un sculpteur. À noter que Bourdelle lui-même, il avait été élève de Rodin. Il avait même été assez proche de lui puisque c'était un de ses praticiens. Donc c'est les personnes qui exécutaient notamment les modèles en marbre, parce que Rodin lui faisait les modèles en argile, mais ensuite il n'allait pas faire la taille, lui se consacrait exclusivement à l'élaboration des modèles, et ensuite il y avait des assistants qui allaient exécuter. Donc là c'est des tableaux de Giacometti et qui représentent des membres de sa famille. Donc vous avez des autoportraits, vous avez ici ça. Tout d'abord, le lien entre l'œuvre de Sophie Ristel-Huber, sa pensée, et celle au pluriel de Giacometti sont a priori pas évidents. Et c'est justement ce que j'ai trouvé très intéressant et stimulant dans le cadre de la collaboration avec Sophie Ristel-Huber, c'est qu'elle a manifesté un intérêt pour l'œuvre de Giacometti telle qu'elle est montrée ici. C'est-à-dire précisément dans ce que vous avez vu, un cadre plutôt intimiste, un environnement qui est d'abord marqué par une entrée dans l'atelier de l'artiste, donc dans ce qu'il y a peut-être de plus immédiat, concret et intime aussi dans la pratique. Cet après-midi, nous allons au musée d'art moderne de la ville de Paris, musée que vous connaissez sans doute, pour explorer les collections permanentes. Mais tout à l'heure, je vous le disais, ce stage, c'est une manière d'aborder aussi la question du corps, de notre corps, donc, et puis celui des élèves quand vous faites une sortie. On va faire du yoga devant la danse de Matisse, et on va faire du Butao dans la salle des peintures abstraites françaises. Voilà, donc avec des intervenants du musée. C'est une autre manière de voir, de contempler aussi, de prendre le temps, de voir les œuvres autrement et d'en faire une expérience sensible, pas seulement par le regard. Voilà, donc c'est un des objectifs du stage. Et donc le corps au musée. Donc on ne va pas forcément faire une visite thématique des collections. On en a une à travers ce focus de Giacometti un peu, et puis on en retrouvera une à la toute fin au Centre Pompidou. Mais là, on va avoir des approches sensibles autour de deux espaces du musée. Donc, et on va faire quelques exercices. Consacré à un artiste, Cyprien Gaillard, qui a une actualité particulière puisqu'il a une double exposition au Palais de Tokyo et à la Fondation Lafayette. Donc ça me semblait cohérent de vous proposer une immersion dans l'univers de cet artiste sur une seule et même journée. Cyprien Gaillard, cet artiste français contemporain, s'intéresse particulièrement à l'architecture. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. En tout cas, sachez que je suis absolument flexible et ouverte à tout type d'intervention de votre part, même au contraire. J'aime bien considérer une médiation comme pas forcément quelque chose d'ascendant, mais quelque chose qui peut
être vivant et muter et se transformer au gré aussi de vous, visiteurs, visiteuses. Donc on se retrouvera au Palais de Tokyo le matin à partir de 9h30. Vous aurez donc une présentation du palais et de ses actions éducatives par Marion Buchelot-Collerbaum. Et puis à partir de 10h, donc une visite de l'exposition de Cyprien Gaillard avec la proposition de la médiatrice qui nous accompagnera. Donc c'est à la fois découvrir l'univers de cet artiste, c'est plutôt une rétrospective au Palais de Tokyo. Et puis vous voyez aussi, donc ce sera une visite avec une implication aussi de notre corps, d'une autre façon. Vous voyez qu'on aura une petite pratique en binôme autour d'une très très grande vidéo, je vous laisse quasiment immersive, donc je vous laisse le suspense. Et puis on va rejouer une performance aussi de Denis Oppenheim. Et puis on fera une petite incursion, puisque il y a d'autres expositions actuellement au Palais de Tokyo que celle de Cyprien Gaillard. Donc il y aura une proposition sur une autre salle, d'une autre artiste, mais où la question du corps est aussi abordée de manière très, très intéressante. Et l'après-midi, avec le petit trajet du métro, alors l'après-midi c'est un peu particulier sur vos convocations, c'est rendez-vous à la Fondation Lafayette. En réalité, on va se donner rendez-vous à 14h à l'UGC au Centre Pompidou. Je ne sais pas si vous voyez tous, on est vraiment juste à côté, puisque nous allons d'abord aller là où l'horloge qui a été démontée, dans le quartier de l'horloge, se trouvait. Donc on va d'abord explorer un espace où le corps est absent, avant de retrouver cette sculpture à la Fondation Lafayette Anticipation, qui constitue le cœur du projet de Cyprien Gaillard pour la Fondation. Donc là, il sera question d'un corps mécanique, puisque c'est assez impressionnant, mais pas que. La question aussi de la disparition du corps, qui permettra de faire des passerelles aussi avec ce matin et Sophie Ristel-Weber. Donc vous aurez une visite de l'exposition, mais aussi c'est pareil, avec quelque chose qui ressemblera peut-être un peu à ce qu'on va faire avec le Guthaus cet après-midi, quelque chose d'assez contemplatif aussi, puisqu'on terminera notamment, vous le voyez, par une séance de deep listening, donc d'écoute profonde. C'est vrai que l'ambiance sonore est importante. Les mêmes auras, la même visibilité que des centres ou des musées publics, même si on a les mêmes missions en fait. Nous, on est une fondation d'entreprise, comme vous devez connaître la fondation Cartier, la fondation Vuitton, etc. Donc voilà, c'est une entreprise qui décide de financer un lieu dédié à l'art, à la création. Nous, la spécificité, c'est que on est un lieu qui est dédié à l'art contemporain, mais vraiment à la jeune création. Des artistes qui sont en train d'émerger, et surtout on est vraiment pluridisciplinaire. On a des arts visuels, on a de la musique et de la danse, des conférences, de la performance, etc.
sera donc au niveau -1, donc pour ceux qui éventuellement seraient en retard, voilà, il faudra vous rendre au forum -1. Et donc on fait un Noé Soulier, donc ce serait une manière aussi de faire un retour sur le spectacle que certains auront vu, mais pas trop parce que certains ne l'ont pas encore vu. Donc on aura une proposition de Julie Charbonnier et Adriano Coletta, qui sont 2 interprètes de la compagnie, encore assez mystérieuse, mais l'objectif c'est de reprendre, de repenser les gestes et le processus de création du spectacle. Donc je ne sais pas si certains ont déjà vu les spectacles de Noé Soulier, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux gestes et aux gestes du quotidien. Donc ce sera notamment le cas dans ce spectacle First Memory. Les danseurs qui ont participé au spectacle, donc ils vont vraiment partager une expérience et nous mettre à l'aise avec tout le processus créatif. Donc je pense que ça va être une plus-value pour cette dimension. Et je trouve que c'est intéressant parce que la question des gestes aussi à l'école, dans le quotidien de l'école, ça peut peut-être faire écho, même si là il est question de danse. Et donc l'après-midi, c'est le Centre Pompidou en tant que musée qui nous fera cette proposition, donc avec Pierre Cuturello qui est notre professeur relais et Alice Arrigoni. Vous allez visiter par demi-groupe l'atelier d'emballage des œuvres de la régie. Donc quels sont ces gestes de précaution face aux œuvres, et puis on terminera donc la journée par de nouveau la question de la représentation du corps à travers les collections et une visite thématique qui s'intitule Corps et identité au centre Pompidou. Voilà. Alors sur la question du corps, je vous ai mis aussi un lien puisque les inscriptions sont partager les 3 actions de base avec lesquelles Noé travaille depuis plusieurs années maintenant, qui sont vraiment des actions comme lancer, frapper et éviter. Et donc ces 3 verbes-là sont vraiment la base de création de matériel et de mouvement que vous avez vu dans la pièce. Et c'est à partir de ces verbes d'action-là qu'on arrive à créer des mouvements dans l'espace et de la matière. Oui, avec ces 3 actions, du coup, on a vraiment, je parle surtout du travail qu'on a fait pour cette mémoire. Nous, en fait, on vient d'arriver pour cette création dans la compagnie. Et c'était vraiment des impros. On a beaucoup improvisé sur les évitements, après sur les frappés, après sur les lancers. Et tout ça, ça donne une façon de bouger très concrète. Et en même temps, on a beaucoup recherché la meilleure façon pour éviter. Ça peut être très simple, quelque chose passe là, on évite, mais comment après le mettre dans le corps. Donc c'est après. Tout, et là on voit effectivement les matériaux, la mousse, qui est un isolant ultra utilisé évidemment à l'intérieur des caisses en bois qu'on fabrique pour l'emballage des œuvres. Les caisses en bois, elles sont marquées avec des pochoirs, comme ça, à l'encre noire. On utilise des petits rouleaux comme ça pour marquer les caisses avec pas grand-chose. Généralement, on ne marque pas que c'est Picasso dessus, donc on marque le numéro d'inventaire que seuls les initiés sont capables de décoder éventuellement, fragile, haut, bas. Généralement, c'est ça. Les vis. Des vis pour visser les caisses. On passe des accords cadres et puis on travaille aujourd'hui avec 4 transporteurs d'œuvres d'art. Il n'y en a pas 36 en France, de toute façon c'est un marché qui est assez peu concurrentiel. Donc en gros, il y en a 4 qui sont capables de gérer le volume d'œuvres qu'on emprunte et qu'on traite chaque année. Ça demande des très grosses équipes et des flottes assez importantes de véhicules. Vous lisez un peu les espaces. Le stockage, parce que le stockage coûte très cher. Donc, après ça va au stockage. Mais ça va rester pendant je pense un bon bout de temps. Ça reste en caisse. Après, dès que ça va aller à l'étranger, on va pouvoir faire une caisse au-dessus. Parce que ça c'est un peu léger, c'est un caisson. On a un caisson, c'est pas vraiment une caisse. C'est bien sûr. Mais on peut la mettre dans une caisse climatique ou isotherme, avec qui ça pourra... Et justement, quand ça part à l'étranger, une fois qu'elle vous revient, ça appartient à la collection, c'est replacé de la même façon ou oui, c'est pareil, tout est laissé. Là, on a fait un... Au retour, nous, on vérifie, on déballe. Au retour, on a tout gainé avec.
Il a tout génétisé qui est là, il y a juste à mettre ça là, et il n'y a même pas à mettre un élément, ça il a fait ça pour aider à la sortie. Parce qu'au début, je pensais que c'était vraiment le corps dans les arts. Et là, on nous a beaucoup parlé du corps du spectateur. Et donc, je trouve que c'est une démarche intéressante, d'autant plus que je suis prof de musique. Donc, le corps, en tant que récepteur, voilà, c'est une dimension qui m'intéresse. En musique, c'est plus le corps pour produire que pour recevoir. Donc, ouais, je trouve que ce biais-là est intéressant et je ne m'y attendais pas à ce que ce soit... Je sais pas, mais dans mes pratiques quotidiennes, c'est vrai que j'utilise le corps pour... l'échauffement vocal, et là je me dis peut-être faire un réveil sensoriel pour écouter, chose que je faisais pas du tout avant, et moi je m'axais juste sur l'éveil corporel pour produire, pour chanter. L'idée d'être dans un espace plus ou moins grand mais feutré, un petit peu à l'écart du reste, avec un Matisse devant, tu ris. T'es pas dans l'œuvre, enfin, si c'est l'œuvre aussi, mais tu vas pas pour l'œuvre, tu vas dans un endroit où tu dis mais jamais de la vie j'aurais fait du yoga dans un musée. Et c'est l'idée du yoga parce qu'on était un petit peu à part. Ça se passe plutôt bien, d'autant que je trouve que ça permet de bien réfléchir à la manière dont nous-mêmes on est devant les œuvres, comment nos corps s'engagent. On est inquiet, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc on se prépare pour 1 heure de sport d'après ce que j'ai compris. Donc, on va aller voir, on va aller bouger notre corps. Et... Avec qui ça va se passer? Avec 2 danseurs du spectacle que nous n'avons pas encore vu, que nous verrons ce soir. J'ai déjà pratiqué la danse, donc pour moi c'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion de pouvoir travailler avec des danseurs et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer une interaction entre l'expérience du musée et l'expérience de la danse. Et j'ai hâte de voir si c'est quelque chose que je pourrais partager éventuellement avec mes élèves. Alors nous, on travaille justement notamment en classe de spécialité sur la construction d'identité, les métamorphoses du moi, et convoquer cette expérience du corps dont les élèves sont parfois relativement éloignés parce qu'ils ont encore des inhibitions, des difficultés à se rapporter à leur corps. C'est quelque chose que j'utilise, notamment quand on essaye de s'interroger sur ce qui se joue dans la prise de parole en public, puisque maintenant on prépare le grand oral, et j'utilise des exercices de danse pour les appeler à mobiliser le centre du corps, le périnée, pour travailler sur le souffle. Donc j'essaye déjà d'utiliser ces outils. Quand je t'ai interpellée par rapport au dessin et au fait que voilà, j'avais quand même cette sensation d'être face à quelque chose d'assez froid, d'assez figé, et j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du parcours, cette sensation s'est un peu estompée de plus en plus. Alors peut-être le fait aussi d'avoir fait des choses comme marcher, découvrir l'espace, se repositionner, mais en tout cas il y a toujours cette espèce de spirale, mais c'est assez étonnant parce qu'il y a une espèce de fluidité, je trouve, qui s'est installée au fur et à mesure, et puis on n'en a pas parlé non plus, mais par exemple le fait d'avoir investi le couloir et les escaliers avec les photographies, enfin il y a quelque chose qui fait que finalement, alors que j'étais quand même assez critique, on va dire, au début du parcours, à la fin, j'ai quand même eu l'impression d'être rentrée dans l'univers de cet artiste et de l'avoir ressenti de manière moins distanciée, en fait, j'ai envie de dire.